à vos places, s'il vous plaît. La commission reprend ses travaux. Nous accueillons maintenant les représentants du groupe pour les droits des femmes du Québec. Bonjour, mesdames. Vous allez disposer d'une période de 10 minutes pour faire la présentation, dans un premier temps. Et je vous demanderai de vous présenter pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent et les membres de la commission. Et il y aura par la suite une période d'échange avec les parlementaires. La parole est à vous. Bonjour, je suis Michèle Sirois, je suis présidente, anthropologue et présidente pour les droits des femmes du Québec au PDF Québec. À ma droite, il y a Madame, voyons, je suis un peu stressée, on dirait, Daphné Poirier, qui est membre de PDF Québec, et Diane Guilbeault, qui est vice-présidente de PDF Québec. Je tiens à remercier la Commission parlementaire sur les institutions de nous avoir invités à ces consultations particulières sur le projet de règlement relatif au règlement sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil pour les personnes transsexuelles ou transgenres. Si j'insiste pour nommer au complet le sujet de la consultation, c'est qu'il est emblématique de la confusion dans laquelle baigne cette question. En effet, le projet de règlement ne concerne en rien les personnes transsexuelles qui sont déjà opérées, qui ont déjà la possibilité de changer la mention de sexe sur leur papier d'identité. Le règlement ne concerne que les personnes transgenres, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas subi de chirurgie de réassignation sexuelle et qui conservent donc leurs attributs sexuels. Il y a effectivement un vrai problème, mais une mauvaise solution. Le projet de règlement vise à fixer les règles pour procéder à un changement de la mention de sexe à l'état civil. D'entrée de jeu, je vous informe qu'au nom du principe de précaution, PDF Québec demande l'abandon de ce projet de règlement et un moratoire avant la mise en vigueur de l'amendement qui a été apporté en 2013. Avant de procéder à un tel bouleversement sociétal, il faut prendre le temps de mesurer tous les impacts. Nous n'avions pas été informés des consultations de 2013, bien que ce sujet ait des impacts sur d'autres personnes que les personnes transgenres. Ce changement à l'état civil concerne aussi, de façon très importante, les femmes, les groupes de femmes et la société en général. Dans notre mémoire, nous avons insisté sur l'important déficit démocratique qui entoure l'examen de cette question. Il n'y avait en 2013 et encore présentement en 2015 pratiquement que des groupes et des personnes de la communauté LGBT. Or, il ne s'agit pas d'un simple changement administratif, mais bien d'une révolution qui concerne toute la société, qui est basée sur la reconnaissance de deux sexes biologiques qui sont des réalités pour tous les êtres humains. D'ailleurs, compte tenu des nombreux enjeux éthiques, sociologiques, juridiques et culturels, on comprend mal comment il se fait que la commission parlementaire n'ait pas inclus des éthiciens, des sociologues, des anthropologues pour leur donner l'occasion de se pencher sur ce sujet qui déborde largement les intérêts de la seule communauté LGBT. Oui, il faut se préoccuper des personnes qui vivent une souffrance importante parce qu'elles se sentent différentes de ce à quoi la société s'attend d'un homme et d'une femme. Et il importe d'autant plus d'apporter la bonne réponse pour faire diminuer ou disparaître cette souffrance. Et selon nous, le changement de la mention de sexe n'est certainement pas la bonne réponse. Même avec des papiers d'identité, la personne transgenre vivra autant d'ostracisme de la part de sa société si celle-ci n'est pas amenée à évoluer. Quand Simone de Beauvoir a écrit « On ne naît pas femme, on le devient », elle ne cherchait pas à renforcer ses rôles de genre. Au contraire, elle a milité toute sa vie pour faire en sorte que les femmes ne soient pas réduites au sexe social que la société leur avait assigné. En fait, la question qui nous est posée, c'est celle-ci. Est-ce le sexe ou le genre qui est au cœur de l'identité de la personne? Jusqu'à maintenant, le droit, et ce de façon universelle, a privilégié le sexe, tel que constaté à la naissance. La communauté transgenre plaide aujourd'hui pour que ce soit le genre. C'est un débat qui doit être fait avant d'être tranché.
En attendant de clarifier les concepts différents du mot transgenre et d'examiner les problèmes que causerait la mention de sexe telle qu'utilisée actuellement, PDF Québec demande à l'État de mettre en place une campagne de sensibilisation portant sur les conséquences psychologiques et sociales des stéréotypes sexuels. Quant à l'apparence, nous avons été complètement ahuris de constater que le règlement est totalement articulé sur les apparences de l'autre sexe. Qu'est-ce que l'apparence d'une femme en 2015? S'il est une chose qui a pu évoluer grâce à des femmes audacieuses, c'est bien la possibilité de se vêtir comme l'autre sexe, en dehors des normes de genre. Je mets au défi quiconque de statuer sur ce qu'est une apparence de femme. En ce qui nous concerne, baser le projet de règlement sur l'apparence est extrêmement réducteur de ce qui fait une femme. Est-ce que c'est la jupe, les cheveux longs, la grosseur des seins, le maquillage? Par contre, un tel règlement aurait des conséquences énormes pour les femmes. Notons qu'il y a 3 fois plus d'hommes que de femmes qui souhaiteraient changer de genre. Une analyse différenciée selon les sexes permettrait tout de suite de voir que ce seront surtout les femmes qui vivront les impacts de ce changement à l'état civil. Or, malgré un automne marqué par la campagne des agressions non dénoncées, malgré une commission parlementaire qui a porté sur le sujet des agressions sexuelles, personne ne s'est préoccupé des impacts potentiels que peut avoir le fait de permettre à des personnes transgenres qui ont tous leurs attributs masculins, donc qui sont biologiquement des hommes, de permettre à ces personnes qui ne sont pas des femmes biologiquement de s'introduire dans les lieux réservés aux femmes. Les toilettes, les vestiaires sportifs, les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences, les centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles, etc. Selon Tandem Montréal, la sécurité des femmes commence par le renforcement de leur sentiment de sécurité. Nos échanges avec de nombreuses personnes sur ce sujet nous ont permis de découvrir que les femmes sont très majoritairement inquiètes de se retrouver dans ces lieux où elles se sentent vulnérables en compagnie de personnes qui sont encore biologiquement des hommes. Par contre, les hommes à qui nous en avons parlé nous disent ne pas comprendre cet enjeu de sécurité. Je vous invite d'ailleurs à poser la question aux femmes de votre entourage et à discuter avec elles de cette possibilité de se retrouver nues dans un vestiaire pour femmes à côté d'une personne transgenre ayant tous ses attributs mâles. Les conséquences pourraient se faire sentir aussi pour les institutions de filles et de femmes. Les premières institutions qui vont vivre les effets de cet amendement, si le règlement est adopté, sont les prisons pour femmes. Déjà en Ontario, des détenus mâles qui sont transgenres demandent d'être transférés dans les prisons pour femmes. On comprend très bien l'ostracisme de ces personnes qu'elles puissent vivre, ainsi que pour les détenus homosexuels. Cependant, la solution est-elle de créer un problème dans les prisons pour femmes? Non. Notons que ce ne sont pas les transgenres de sexe féminin qui demandent d'aller dans les prisons d'hommes. Non, c'est le contraire. D'autres institutions de filles risquent aussi de vivre les contre-coups de cette révolution dans l'état civil. On pense ici aux centres jeunesse, aux écoles de filles, qui pourraient être dans la mire des groupes transgenres qui veulent faire appliquer le règlement même pour les personnes mineures. Un collège de filles au Massachusetts, un cas concret, Mount Holyoke College, a ouvert ses portes aux transgenres en 2014. Dès l'hiver suivant, le collège a dû annuler la représentation annuelle de la pièce féministe emblématique que sont les monologues du vagin. Cette pièce était présentée depuis 20 ans par les étudiantes à chaque année. Pourquoi avoir annulé? Parce que la pièce n'est pas respectueuse des femmes sans vagin, c'est-à-dire des garçons qui se sentent femmes, mais qui n'ont pas leurs attributs masculins. On a ainsi fait taire les femmes sur un sujet qui touche la moitié de l'humanité. D'autres groupes de femmes aussi pourraient être touchés. Le mouvement des femmes pourrait être affecté parce qu'actuellement, plusieurs organisations qui donnent des services aux femmes comptent sur du personnel exclusivement féminin, comme le permet d'ailleurs l'article 20 de la Charte québécoise des droits et libertés. On pense ici aux centres de femmes, aux maisons d'hébergement pour victimes de violences conjugales. Eh bien, à Vancouver,
une personne transsexuelle a poursuivi une organisation féministe qui donnait des services aux femmes victimes de viol. La personne voulait postuler à un emploi de conseillère auprès des victimes. Est-ce ce genre de poursuite que les groupes de femmes s'exposent avec le règlement? En conclusion, considérant le déficit démocratique entourant l'examen de cette question, considérant les nombreux impacts appréhendés pour les femmes, considérant l'absence d'analyse différenciée selon les sexes, considérant l'absence de consensus sur la notion de genre, considérant l'absence d'analyse éthique, considérant l'absence d'analyse de solutions alternatives, considérant l'absence de données et l'absence de recul sur les expériences menées dans d'autres juridictions, au nom du principe de précaution, PDF Québec recommande d'abandonner ce projet de règlement basé sur les apparences et demande au gouvernement de faire un suivi des expériences en cours, notamment en Ontario et au Royaume-Uni. Merci. Je vous remercie, Madame Sirois. Madame la ministre de la Justice, la parole est à vous pour un premier bloc d'échange. Merci, Monsieur le Président. Alors, Mesdames, merci. Bienvenue à la Commission des institutions. Une deuxième présence en quelques semaines, une deuxième participation en quelques semaines en consultation. Je tiens à vous rassurer. La question des apparences, je pense que c'est unanime. Ça va être mis de côté. Mais je tiens aussi à vous assurer de quelque chose. Je pense que ça aussi, c'est unanime. On doit aller de l'avant avec un règlement. Je pense, bien, à moins que mes collègues m'indiquent autrement, la loi, le Code civil a été modifié en 2013, un vote unanime à l'Assemblée nationale. De ne pas donner suite serait aller à l'encontre de la volonté qui a été formulée unanimement par les 125 députés dûment élus qui siégeaient en 2013. Je comprends, c'est un grand changement, c'est un bouleversement. La société, à mon avis, est rendue là. Et c'est dommage que vous n'ayez pas été présente ce matin et hier. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'écouter les commissions parlementaires, mais il y a des situations très difficiles qui sont vécues par des hommes et des femmes au Québec et des drames humains. Et je pense qu'il est de notre devoir parce que, en bout de ligne, puis comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu, ce qu'on souhaite, ce que les femmes souhaitent, ce que les hommes souhaitent, ce que les citoyens souhaitent au Québec, c'est d'être traités d'égal à égal. Peu importe justement notre apparence, peu importe l'identité sexuelle ou l'identité de genre à laquelle on s'identifie. C'est une égalité qui amènera les gens à ne pas être l'objet de discrimination fondée sur leur apparence, sur leur orientation sexuelle, sur ce à quoi il ou elle s'identifie. C'est ça qui est à la base, et c'est ça qui est à la base de la quête de l'identité. Et pour ça, je pense que, comme législateur, on a ce devoir-là de travailler très fort à cette atteinte de l'égalité. Et c'est ça qu'on fait. Et pour les gens qui se sont présentés devant nous, c'est ce que j'ai senti aussi, cette volonté d'être traité comme tout autre être humain, peu importe le genre à laquelle la personne s'identifie. Vous avez sans doute entendu le témoignage d'Oli, et ce sont des situations très difficiles, et moi, je dois vous dire bien honnêtement que je ne sens pas que de poser un geste pour simplifier la vie des personnes trans, de ne pas les obliger à passer sous le bistouri, je ne sens pas que, ce faisant, je viens porter atteinte aux droits des femmes.
Je le sens pas. Je sens pas. C'est pas ce que les collègues ont senti ou ont perçu en décembre 2013 lorsqu'on a adopté ce projet de loi-là. Et je pense qu'autour de la table, vous avez des collègues qui sont aussi interpellés par les dossiers de la condition féminine, puisque on l'a fait remarquer, on est quatre comparses qui siégeons aussi sur d'autres commissions parlementaires où on discute des droits des femmes. Mais en même temps, de se préoccuper de la situation des personnes trans, c'est aussi important dans cette quête de l'égalité. Je tiens à vous le dire, puis je vous le dis en toute honnêteté, en toute transparence. Au même titre que en toute honnêteté, en toute transparence, j'ai dit d'emblée de jeu que le projet de règlement pouvait être bonifié et amélioré. Mais je ne serais pas honnête envers vous d'échanger sur votre mémoire et de vous laisser entendre que nous le metterions sur la glace. Parce que ça fait déjà 1 an et demi qu'il y a une situation temporaire qui n'est pas claire. Puis je pense que c'est notre devoir de voir à ce que cette situation-là puisse être clarifiée. Et on est même appelé à se pencher sur d'autres enjeux. Mais pour moi, c'est important d'être transparente avec vous et de vous dire bien clairement là où je loge, puis où je sens, puis mes collègues où mes collègues logent. Vous avez fait mention de certaines préoccupations à l'égard des femmes qui sont hébergées dans les ressources destinées pour les femmes. Vous avez fait égard de certaines préoccupations à l'égard de l'impact que ça pourrait avoir dans les vestiaires. On a eu beaucoup d'échanges là-dessus et bien honnêtement, moi, quand je vais dans un vestiaire pour femmes, je vais dans mon petit isoloir, je vais me changer, puis je regarde pas et je me préoccupe pas de celles qui sont autour de moi. Et je me sens pas comme femme en danger si une femme trans est à mes côtés, parce que je pense que cette femme trans-là est tout aussi préoccupée par le danger ou par sa sécurité. Alors, c'est pour ça que j'ai de la difficulté à suivre, parce que je sens chez les femmes trans une fragilité qui est encore plus grande, même qui est très, très grande, et une vulnérabilité aussi qui est très grande. Alors, je ne vois pas en quoi cette personne fragile et vulnérable pourrait constituer un danger pour moi en tant que femme ou pour une autre femme. Et là-dessus, j'aimerais vous entendre parce que je ne sens pas qu'une femme trans qui a recours à une ressource d'hébergement constitue un danger pour les autres femmes hébergées dans cette ressource-là. Je pense que cette femme-là, si elle cogne à la porte, c'est parce qu'elle est vulnérable, parce qu'elle n'a nulle part ailleurs où aller, comme malheureusement bien des femmes, dans une situation qui est similaire à celle de bien des femmes qui doivent, à un moment donné de leur vie, cogner à la porte d'une ressource pour femmes. Je ne vois pas le danger, je ne vois pas la dangerosité de la femme trans. Je m'excuse, et là-dessus, j'ai besoin de votre éclairage. Alors, en fait, dans le mémoire, on ne parle pas nécessairement, mais même, on ne parle pas du tout du fait que les personnes trans sont des personnes qui peuvent causer danger ou nuire à la sécurité. C'est que, comme tout à l'heure, il y a une députée posait des questions, oui, mais il y a peut-être des personnes qui sont peut-être mal intentionnées. On a fait la campagne récemment, il y a eu la campagne de l'automne sur les agressions non dénoncées. Il y a eu la commission parlementaire. Il y a un problème. Il y en a des agressions. Ça existe. Alors, à partir du moment où on ouvre à des personnes qui ne sont pas biologiquement des femmes, certains lieux, il y en a malheureusement qui vont peut-être être tentés de pénétrer dans ces lieux-là et ce sera très difficile de leur dire non. On ouvre la porte, on ouvre une porte. C'est pas nécessaire, c'est même pas du tout les personnes trans qui nous inquiètent. Et c'est dans le mémoire, c'est pas ça qu'on dit. On dit que ça ouvre la porte dans les lieux réservés pour les femmes à des personnes qui sont pas nécessairement bien intentionnées parce qu'elles vont y voir une porte d'entrée pour faire toutes sortes de choses. Mais prenons un autre exemple sur les lieux de femmes qui ne sont pas nécessairement au niveau de la sécurité. Par exemple, il y a eu une joueuse de tennis à un moment donné qui était un joueur de tennis. Le joueur de tennis a fait une bonne carrière, puis il est devenu une femme, puis après ça, il a voulu jouer dans les ligues de femmes, sans opération.
C'est sûr que physiquement, sa force n'était pas du tout la même. À l'époque, le changement lui a été interdit. Maintenant, avec un changement comme ça, on ne pourrait pas lui interdire l'accès à un sport particulièrement comme ça ou toute autre activité sportive. Et il y a une différence encore physique, biologique, de force physique entre les hommes et les femmes. Donc, quand on ouvre la porte dans des lieux qui sont réservés aux femmes, à des personnes qui ne sont pas biologiquement des femmes, on n'ouvre pas seulement la porte aux personnes trans, on ouvre la porte à beaucoup d'autres personnes. Et une des choses pour lesquelles on plaide dans le mémoire, on plaide pour un principe de précaution. C'est sûr, on nous envoie la solution du changement de mention de sexe comme étant la solution pour régler des problèmes qui sont très graves, et on est absolument d'accord avec ça. Mais il n'y a nulle part des données probantes qui nous montreraient que cette solution va régler le problème. Elle risque d'en créer d'autres, mais va-t-elle vraiment régler le problème de la souffrance psychologique des personnes trans? Est-ce que l'ostracisme qu'elles vivent, est-ce que la discrimination qu'elles vivent va changer complètement? Madame Michel Blanc, récemment, témoignait, elle est transsexuelle, elle a été opérée, donc elle a son changement de mention. Elle témoignait des vindications, des injures qu'elle recevait encore aujourd'hui. Le changement de mention de sexe n'a pas réglé son problème. Et dans le passé, le Québec a fait preuve de beaucoup d'avant-gardisme dans beaucoup de domaines, et dans certains cas, il a fait preuve d'une prudence très juste. Je vais donner l'exemple d'un tout autre domaine, le cas de la méthode Zamboni pour le traitement de la sclérose en plaques. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous vous souviennent, il y a 4-5 ans, il y avait le traitement du docteur Zamboni qui, semblait-il, faisait des miracles pour la sclérose en plaques. Les personnes qui vivent de la sclérose en plaques sont très vulnérables. Il n'y a pas de remède, il n'y a pas de guérison. Alors, évidemment, arrive un remède miracle comme ça. Les groupes de patients ont fait des pressions énormes sur les gouvernements. Beaucoup de gouvernements sont allés de l'avant. Le Québec a préféré un principe de précaution en disant « Regardons aller les choses 2-3 ans, accumulons les informations pour voir si la réponse est la bonne, et après ça, on pourra aller de l'avant. » Bien, la réponse n'était pas la bonne. Le traitement Zamboni ne fait pas les miracles annoncés. Donc, quand on arrive avec des grands bouleversements, on peut avoir la sagesse comme législateur, comme gouvernement, de dire peut-être que ça vaut la peine de vérifier cette méthode qui n'a pas été encore validée. On ne sait pas si ça va apporter les fruits espérés. On peut peut-être se documenter, on peut peut-être suivre certaines des expériences qui sont menées. On donnait l'exemple de l'Ontario, de l'Angleterre. Donc, éventuellement, il y aura Malte qui a adopté quelque chose la semaine dernière. C'est tout récent, on ne peut pas encore en juger. Donc, prenons le temps d'être prudents pour nous assurer que le moyen qu'on met de l'avant, qui va entraîner de grands bouleversements, c'est le bon moyen pour répondre au problème qui a été identifié. Voilà. Daphné, oui, peut-être. Ce que j'aimerais préciser, c'est qu'il y a un amalgame qui se fait depuis très longtemps entre les transsexuels et les transgenres. Et c'est pas péjoratif de parler de transgenre. C'est pas plus péjoratif de parler de quelqu'un qui est malentendant ou quelqu'un qui est malvoyant. C'est deux réalités qui se ressemblent, mais qui diffèrent légèrement. En général, les personnes qui sont transsexuelles savent d'avance qu'elles s'en vont directement vers l'opération. Et c'est pas un mal de ne pas vouloir se faire opérer. Et c'est pas un mal de se faire opérer. Et la chirurgie n'est pas une charcuterie. Toute chirurgie est une charcuterie de façon objective, que ce soit une opération au cœur ou autre chose. Un autre aspect que je trouve un peu agaçant dans tout ça, je sais que ces gens-là éprouvent des difficultés dans leur vie quotidienne. Je les ai éprouvées, les mêmes difficultés, moi, quand j'ai fait ma transition, il y a 17 ans. C'est aussi une question de savoir gérer ce genre de problème-là. Moi aussi, je l'ai connu, le genre de truc, j'arrive à l'urgence de l'hôpital, puis bon, je dois sortir mes papiers d'identité, et je veux surtout pas qu'on m'appelle « monsieur » et par mon prénom masculin. Et j'ai pris la peine de l'expliquer lentement en leur disant « Écoutez, c'est mon dossier médical, ça ne concerne que moi et mon médecin, et malheureusement, si vous faites ça, je vais être obligé de faire une plainte en déontologie. » C'était suffisant pour que la personne comprenne que c'était sérieux. Et on ne m'a jamais appelé monsieur dans une salle d'attente, on ne m'a jamais appelé par mon prénom masculin. Et c'est resté discret. Et à chaque fois que j'ai eu à gérer ce genre de trucs-là, c'est toujours au cas par cas. Je comprends qu'il y a des gens qui vivent des choses difficiles. Mais la vie, c'est une suite de décisions et de choses difficiles. Et ça, c'est une décision très difficile d'être transgenre ou d'être transsexuel. On sait qu'on abandonne un pan de notre vie, on sait qu'on peut tout perdre,
mais c'est une décision éclairée. Je n'irai pas parler pour les gens qui commencent leur transition très jeunes comme Oli. Ça, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Je parle des gens qui sont à l'âge adulte. Moi, j'ai fait ma transition à 40 ans. C'est quand même pas la même chose. Mais il reste qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être gérées au cas par cas. Je ne sais pas si de le permettre de façon, comme eux, ils demandent, de façon tout à fait autodéterminée, soit la bonne solution. Et il y a des paramètres dans la vie pour tout. Si je veux être médecin, je dois démontrer que j'ai les compétences, j'ai fait les études. Je ne peux pas m'auto-proclamer médecin ou dentiste ou quoi que ce soit d'autre. Et je pense que c'est normal pour, justement, préserver un peu de stabilité au niveau du tissu social, que ça se fasse avec des balises. Si on en vient à ça, qu'on garde des balises, qu'on ait des balises claires, qui sont justes. Après tout, ces gens-là ils sont très souvent suivis par des psychologues ou des psychiatres pendant un certain temps. Ce n'est pas un processus. On ne peut pas obtenir des hormones en allant chez le pharmacien et en disant « Donne-moi des hormones, j'en veux ». Puis en général, ce n'est pas les médecins de famille qui prescrivent ça. En général, c'est soit des hormonothérapeutes, soit des psychologues, soit des psychiatres, ou soit des sexologues. Donc, la réticence de faire intervenir un professionnel de la santé dans ce dossier-là, c'est une drôle de réticence parce que de toute façon, sauf erreur, si on veut obtenir des hormones, que ce soit pour aller dans un sens ou dans l'autre, il faut consulter un médecin. C'est une démarche sérieuse, c'est pas une démarche frivole. Puis je le comprends très bien, même pour les gens qui ne veulent pas se faire opérer, c'est pas une démarche frivole, c'est une démarche sérieuse. Donc, il y a forcément un suivi médical derrière quelque part. Donc, pourquoi refuser des balises qui sont simples? Je vous remercie. Ça complète ce premier bloc d'intervention. Je me tourne maintenant vers l'opposition officielle. Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve, Monsieur le vice-président de la Commission. La parole est à vous. Merci. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup pour votre mémoire. C'est un point de vue discordant par rapport à ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant. Et c'est bien qu'en commission parlementaire, on ait des points de vue discordants. Vous aurez peut-être remarqué qu'ayant lu votre mémoire, j'ai testé certains de vos arguments avec des gens qui sont venus avant pour voir comment ils les voyaient. Et on est très suivis. En ce moment, à la télévision, on le voit sur les réseaux sociaux, nos arguments, nos contre-arguments. Alors, je tiens à aviser ceux qui nous écoutent que c'est notre rôle de législateur de poser toutes les questions et ça ne préjuge pas de notre position. En lisant votre mémoire, évidemment, je suis très sensible à l'argument que vous avancez sur le sentiment de sécurité des femmes qui se retrouveraient, surtout des femmes vulnérables, les maisons d'hébergement pour femmes violentées, les centres de femmes, les refuges pour femmes itinérantes, donc des femmes déjà fragilisées, qui seraient en situation avec des femmes trans, c'est-à-dire qui sont parties d'un sexe masculin à un sexe féminin, mais gardant leur état biologique masculin. Cependant, ce sont des lieux qui sont extrêmement contrôlés, c'est-à-dire que les gens qui s'occupent de ça sont très formés, savent comment protéger ces femmes-là. Et aux questions que j'ai posées aux groupes qui sont venus avant, on dit, ben oui, justement, nous, les femmes trans sont souvent fragilisées, sont souvent violentées, donc elles vont dans ces lieux. Et soit c'est fermé à eux, mais lorsque c'est ouvert à eux, ben, elles sont bien traitées. Et donc, ne voyez pas une difficulté sur la sécurité de ces femmes-là. Vous ne le voyez pas de la même façon. Non, je ne le vois pas de la même façon à PDF Québec. D'abord, quand on entend, j'en ai parlé à des gens qui sont de la communauté LGBT, on n'a rien contre, on a des personnes, Daphné en fait partie, il y a d'autres personnes dans PDF Québec. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les femmes qui étaient concernées n'ont pas été convoquées en 2013 et elles ne sont pas encore là. Nous allons avoir peu de temps pour parler, là, mais déjà en 2013, un député de Fabre, M. Gilles Ouimet, OK? Oui. Hein? Ça réveille un petit peu, hein? Mais Mme Sirois, excusez-moi. Mme Sirois, ce n'est pas la question que je vous pose. Je comprends, vous avez bien dit qu'il y avait un déficit démocratique, mais moi, j'aimerais vous ramener, parce que j'ai 2 points à soulever avec vous, sur la réalité de la crainte que vous exprimez, du sentiment d'insécurité dans les centres de femmes
du fait que des femmes trans soient admises et vous ne semblez pas faire confiance aux gens qui travaillent dans ces centres pour protéger les femmes qui y sont. Les femmes elles-mêmes à qui on en a parlé, qui étaient des centres de femmes, ont dit on est émergeons aussi d'hébergement pour femmes violentées et on n'aimerait pas trop ça. Alors donc, oui, il y avait des craintes. Ce qui nous pose comme question, oui, faut pas glisser trop rapidement sur la question du déficit démocratique parce que il est au cœur de la question. Madame la ministre de la Justice nous a dit le règlement a été adopté et puis on va procéder. Moi, je pense... Je vais rediscuter avec la ministre tout à l'heure. Mais je vais continuer encore parce que est-ce que je peux continuer? Ben, j'aimerais qu'on ait un dialogue sur la question que je Alors, pose. Si vous aviez des groupes de femmes oui. de centres qui s'y étaient venus, vous auriez pu leur poser la question à elles directement. Là, vous me dites que vous l'avez posé à des groupes qui veulent avoir absolument le changement. Et c'est ça le problème. Nous voulons un moratoire pour qu'on ait le temps d'étudier tous les angles qui n'ont pas jamais été étudiés, ni en 2013 et qui ne semblent pas qu'ils vont être étudiés en 2015 aussi. Très bien. Madame Sirois, je vais évoquer dans les minutes que j'ai un autre élément que vous apportez dans le document. Vous dites, et là, on n'est plus dans le cas des femmes fragilisées, violentées, mais en général. Et vous dites, nous sommes très nombreuses à ne pas vouloir nous retrouver dans un vestiaire sportif à côté d'hommes nus sous prétexte qu'ils disent se sentir femmes lorsqu'on a ouvert aux hommes transgenres les portes des lieux d'intimité. Sans vouloir vous vexer, c'est à peu près l'argument qu'on entendait aussi aux États-Unis pour le refus de permettre aux gays de servir dans l'armée, en disant on ne veut pas avoir des gays dans le vestiaire avec nous ou dans la douche avec nous. En quoi est-ce que c'est différent? Ben, je m'excuse, c'est pas une bonne analogie. Les hommes gays vont prendre la douche avec les hommes, gays ou pas, là. Ça paraît pas un homme dans une douche, c'est un homme dans une douche. Son orientation sexuelle, il n'y a rien. Tandis que dans une douche pour femmes, arrive une personne transgenre biologiquement mâle, ça paraît. Je veux dire, il y a différents... Il est peut-être très gentil, la personne, c'est peut-être pas ça, là, mais le sentiment de sécurité, quand on est très, très vulnérable, comme dans une douche, il est là. Le sentiment de sécurité doit être conforté et non pas mis à mal. Alors, il y a une différence. L'analogie n'est pas tout à fait juste. Très bien. Ben, je vous la soumets. Oui, comme je vous soumets que sur le principe de précaution, on l'a souvent entendu pour les droits des homosexuels, en disant, bien, on ne sait pas qu'est-ce que ça va changer, surtout si on leur permet sur la question spécifique de l'adoption, on devrait avoir utilisé le principe de précaution, alors que le Québec a décidé, par respect pour les droits, de permettre l'adoption. Et de la même façon, cet argument que vous évoquez, c'est sûr qu'il y a des gens qui, même s'ils ont ce droit, vont être quand même victimes de transphobie. Ben, c'est vrai aussi pour les homosexuels. On leur a reconnu le droit à l'égalité et ils sont toujours victimes de discrimination. Alors, ce n'est pas suffisant comme argument pour dire qu'on ne devrait pas le faire. La société québécoise, vous remarquerez, a quand même beaucoup évolué. Et quand il y a eu le mariage des couples d'abord, il y a eu l'union de fait, puis après ça, il y a eu le mariage. Mais quand il y a eu même l'union de fait, il y a eu un vrai débat de société. Il y a eu toutes les parties qui ont été invitées à venir faire partie. Même les groupes religieux étaient là. Tout le monde peut venir dire son point de vue. Ce qu'on fait comme remarque ici, c'est que dans ce débat où les conséquences, et on en fait quand même un listing, et on n'est pas les seuls, il y a même Maître Jean-Sébastien Sauvé, Marie-France Bureau, dans un article qui a été écrit en 2011, un article juridique, faisait état des mêmes préoccupations qu'on avait pour ces personnes, pour ces auteurs, c'était pas grave, mais il existait quand même, la liste était là. Donc, on ne les invente pas, tout simplement, c'est qu'on dit, ça existe, ces questions ont été posées, doivent être posées, mais actuellement, il n'y a pas de réponse. Quand il y a eu le débat en 2002 à l'Assemblée nationale pour l'Union de fait, je pense que c'était dans ces eaux-là, en tout cas, il y a eu quand même un vrai débat de société dans les journaux, les gens s'écrivaient, tout ça. La société a pu avancer. Là, ici, on va mettre les gens, la société, les institutions, les centres de femmes, devant un état de fait auquel elles n'auront pas été préparées. Et tout à l'heure, Madame de l'Association des enfants Canada transgenres faisait état des difficultés en milieu scolaire.
elle le vit. Mais le milieu scolaire, il n'est pas ici présentement. Alors, donc, je pense que si on veut faire évoluer la société, il faut que la société puisse en discuter. Est-ce qu'il me reste un peu de temps, M. le Président? Ah, ben, très bien. Écoutez, sur la question de savoir si on doit avoir beaucoup de gens qui viennent présenter leur point de vue, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et d'ailleurs, on a exprimé le désir que, entre autres, le Conseil du statut de la femme vienne également étoffer notre réflexion. Vous faites une distinction entre les transsexuels et les transgenres, en disant, bon, la transsexualité, là, il y a un processus qui est fait, le sexe est vraiment changé, qui est là un changement de désignation sur l'acte d'état civil, ça ne vous pose pas de problème, au contraire. C'est pour les transgenres, vous dites, on veut un moratoire. On a eu un grand débat sur le délai. Déjà, on disait, bon, dans le projet de règlement de la ministre, qui est maintenant sous étude, on disait, bon, un délai de 2 ans, et on nous a dit, écoutez, 2 ans, vous nous condamnez à la discrimination pendant 2 ans, alors qu'on est prêt à faire ce changement. Je me demande si vous êtes, vous demandez un moratoire, est-ce que je peux vous demander pendant combien d'années vous proposez ce moratoire? Y avez-vous pensé? Et comment réagissez-vous à cet argument de dire, bien, plus on attend, plus on condamne les gens à la discrimination pendant cette attente? Bien, moi, je pense que le moratoire, il va demander le temps qu'enfin on étudie la question, ce qui n'a pas été fait en 2013. On est devant un fait accompli et on y va à l'aveugle. Moi, j'aimerais que les gens ici prennent conscience que c'est ouvrir aussi une boîte de Pandore. On ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte. Peut-être qu'il n'y a que des choses bénéfiques. Peut-être qu'on enlève toutes les discriminations. Mais peut-être qu'on ouvre des points importants. Les associations sportives ne sont pas ici pour savoir que va-t-il se passer pour nous. Les écoles ne sont pas là. Les groupes de femmes non plus. Qu'est-ce qu'on fait avec des groupes de femmes s'il y a des hommes qui sont là et qui sont poursuivis comme ils arrivent à Vancouver? Ça n'a pas été étudié. Ça, c'est des angles morts. Et on fonce vers quelque chose. Dans la précipitation, je pense que ce n'est pas de bonne conseillère. Donc, on voudrait qu'on étudie, nous, enfin, qu'on regarde les impacts autrement. Pendant toute l'année passée, on les a regardés, le verbatim, le journal des débats 2013. On a regardé encore hier. Et la question des femmes, la question des écoles, des associations sportives, ils ne sont même pas informés. On parle aux proches, ils ne sont pas au courant. Et pas des gens qui suivent l'actualité tous les jours ne sont pas au courant. Et pourtant, ça a un impact de société. C'est un changement de société qui est traité comme un changement administratif. Je vous remercie. Ça complète le temps qui était disponible à cet échange avec l'opposition officielle. Madame la députée de Montarville. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames Sirois, Guilbeault et Poirier, merci pour votre mémoire. Ce que vous dites me touche beaucoup et j'ai été interpellée quand vous dites la population qui nous écoute actuellement, outre la communauté LGBT, les gens qui étaient peut-être en commission en 2013, je n'y étais pas. Donc, beaucoup de personnes ignorent quel est ce changement-là que l'on demande précisément dans le règlement. Beaucoup de gens ignorent aussi que la loi, elle a déjà été changée. Donc, c'est sur le règlement que nous travaillons actuellement. Et il y a quelque chose d'important que vous avez dit, le principe de sécurité. En fait, il y a plusieurs choses importantes que vous avez dit. Quand vous avez dit, entre autres, la représentativité lors de ces commissions, et j'en suis, j'aurais aimé y être, et 2, j'aurais aimé qu'il y ait une plus grande ouverture, comme le député de Fabre, à l'époque, avait soulevé également cette interrogation. Je suis tout à fait d'accord avec lui. J'aurais aimé qu'il y ait une plus grande ouverture pour que plus de groupes, plus d'intervenants, plus de personnes, plus de femmes sachent quels seront les changements qui seront abordés, puisqu'on parle aussi, ici, de changement de genre sans avoir eu d'opération. Et ça, il y a des conséquences, mais il n'y a pas uniquement que des conséquences pour les transgenres, il y a aussi des conséquences pour la société qui n'a pas besoin, qui ne fera pas ces demandes-là. Et c'est ce que vous nous dites aujourd'hui, si je comprends bien. Alors, je suis d'accord avec vous, effectivement, nous aurions dû, et il aurait fallu, je pense, se poser la question, puisque les personnes transgenres, c'est important de le souligner, sont peut-être de genre, se sentent femmes, c'est bien femmes, parfait, mais sont encore biologiquement des personnes masculines avec les attributs masculins. Et il faut se poser la question, il ne faut pas avoir peur de se la poser. J'ai l'impression que le travail a été fait un peu en vase clos. Alors, c'est pour ça que vous êtes ici, puis
Je trouve intéressant ce que vous soulevez. Je trouve particulièrement intéressant le témoignage de Mme Poirier. Mme Poirier qui nous a fait part de son témoignage, qui était très précis, qui fait... Je ne veux pas catégoriser les gens, dire qu'ils font partie d'une communauté. Vous nous avez parlé de votre réalité. Et vous nous dites, effectivement, le principe de précaution, il faut l'appliquer. Et ce que le règlement fait, c'est qu'il met des balises. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez dans l'éventualité où on doit travailler avec le règlement et qu'il sera impossible pour nous de le suspendre ou d'avoir un moratoire. Dans quelle mesure les conditions qui sont rajoutées au règlement pour pouvoir obtenir le changement de genre sont importantes, lesquelles seraient plus importantes, lesquelles seraient à prioriser selon vous, particulièrement vous, Mme Poirier, qui avez passé par là, excusez l'expression, mais qui avez un cheminement à vie particulier. Je vous avoue que le règlement, dans son état actuel, ressemble beaucoup à ce qu'on voit en Angleterre et ressemble beaucoup à ce qu'on voit aussi en Espagne. Donc, on a posé des balises, on n'a pas dit c'est interdit, on a dit on va le permettre, mais on va faire un examen de conscience avec la personne qui demande ce changement-là. Elle a fait son examen de conscience, elle démontre le sérieux de sa démarche et on pose des balises. On pose des balises, entre autres, il n'y a pas d'aller-retour possible à tout bout de champ. Ça, c'est essentiel. On ne peut pas permettre aux gens de dire je vais vivre 5 ans comme une femme, puis dans 5 ans, je passe à autre chose. C'est justement, ça ressemble un peu, le règlement ressemble à ce qu'on retrouve en Angleterre, ce qu'on retrouve en Espagne. Et ça me semble être un compromis acceptable pour une personne qui ne veut pas se faire opérer, mais qui veut ils ont tout à fait le droit qu'on respecte leurs droits. C'est des êtres humains. J'ai jamais rien eu contre les gens qui ne se font pas opérer. C'est des êtres humains. Ils ont le droit au respect de leurs droits. Ils ont le droit de demander qu'on respecte leurs droits, d'être traités également. Ce que j'ai toujours reproché un peu, c'est qu'on fasse l'amalgame. Parce que les gens qui sont transsexuels opérés comme moi, ce règlement-là, nous, ça ne nous touche pas. Ça ne nous concerne pas. C'est ça. Je n'ai rien à cirer, moi, de ça. Parce que moi, mon problème, il est réglé depuis longtemps. J'avais un problème différent. J'ai toujours considéré qu'être transgenre ou être transsexuel, c'est un niveau d'inconfort plus ou moins grand. Moi, j'avais un inconfort tel avec mon corps d'origine que je devais me faire opérer. Ça n'a jamais été une question, est-ce que je vais me faire opérer? Non, c'était, je vais me faire opérer. Si je meurs sur la table, je m'en fous. J'ai des amis qui sont cardiaques qui se sont fait opérer. J'ai des amis qui sont séropositifs qui se sont fait opérer. J'ai une amie qui avait 75 ans, puis qui est morte 5 ans plus tard, puis qui s'est fait opérer. Elle dit, je vivrai au moins les 5 dernières années de ma vie convenablement. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à se faire opérer s'il ne veut pas se faire opérer. Si moi, je ne veux pas vivre demain, je veux terminer ma vie, si je ne peux pas le faire au Québec, je vais aller le faire ailleurs. Je vais prendre des sous, puis je vais aller dans un pays où c'est permis. Mais le règlement, je pense que dans sa forme actuelle, permet au moins de baliser la chose, de ne pas banaliser, parce que ce n'est pas banal. Et on ne parle pas d'une population je ne veux pas non plus jouer sur les chiffres, mais on n'est pas 5 % de la population, là. On est peut-être 0,5 % de la population. Si on confond tous les problèmes d'identité de genre entre eux, autant les gens qui se travestissent, c'est plus ou moins à temps plein, les transgenres, les transsexuels, les gens qui se font opérer. Donc... Beaucoup ce que vous dites, on ne banalise pas ça, effectivement, c'est très important, cette identité que les gens revendiquent. Et croyez-vous que le fait d'ajouter des balises fera en sorte que, justement, les gens de mauvaise foi, et on ne parle pas des gens trans, là, les gens de mauvaise foi, les gens, ils verraient une facilité de pouvoir adopter le genre de quelqu'un d'autre pour arriver et je le disais tantôt, et je vais répéter les mêmes mots, des criminels, des pédophiles, des agresseurs. S'il n'y a pas de balise et si on peut simplement sur une déclaration changer de genre, c'est là que vous y voyez le risque. Et le risque ne vient pas des transgenres, si je vous comprends bien, là. Et je pense que c'est important de le souligner. Là. Ce n'est pas de la transphobie, au contraire. Et je pense que le sujet est tellement important, et je le répète, que nous aurions dû avoir plusieurs autres intervenants de la société pour qu'ils soient mis au courant, parce que, comme je vous dis... Oui, allez-y, je vous écoute. Le sujet, on est sur le point de faire un changement important de société. Le législateur est sur le point de dire, voilà, parce qu'il y a des gens qui souffrent, on va faire une redéfinition de ce qu'est un homme et une femme. On va élargir la définition pour aider ces gens-là à mieux vivre. Je suis entièrement d'accord.
Là où j'ai un problème, c'est que la population en général, monsieur, madame, tout le monde, ils ne sont pas au courant de ça. Ils ne sont pas au courant pour deux raisons. Ils ne sont pas au courant parce qu'ils ne connaissent pas de personnes transgenres ou transsexuelles, ou ils n'en ont rien à faire. C'est le cadet de leurs soucis. Et ce que je crains, c'est que si on mettait les choses de façon trop banale, si on banalisait trop le changement avec le règlement, il y aurait un ressac dans la population. Ce n'est pas une chape d'invisibilité d'avoir un F ou un M sur ses papiers d'identité. Moi, je me suis fait opérer en 99. J'ai commencé ma transition en 96. J'ai été opéré en 99. À l'époque, la loi ne me permettait pas de changer mon acte de l'état civil parce que je n'étais pas divorcée. Et mon ex avait des réticences à ce qu'on divorce tout de suite. Donc, ça a traîné jusqu'en 2002. J'ai vécu de 99 à 2002, étant physiquement tout ce qui était le plus proche possible de ce que moi, je voulais être comme femme. Mais pourtant, j'avais encore des papiers qui disaient « Daphné Poirier, photo de femme, sexe masculin ». J'en ai jamais fait de maladie. Ça ne m'a jamais causé de problème. Puis j'ai toujours réglé les problèmes au cas par cas. Et je ne me mettais pas dans des situations non plus où ça risquait d'être compliqué. Hein? Je ne voyageais pas à l'étranger de façon non nécessaire. Si c'était nécessaire, j'y allais, mais si ce n'était pas nécessaire, je ne serais pas allé au Moyen-Orient, par exemple. Ça je complète malheureusement. Je ne suis pas folle. Ça complète ce bloc d'échange avec la deuxième opposition avant de céder la parole à la ministre de la Justice, puisqu'on a fait référence abondamment à ma participation à ce débat dans la législature précédente, simplement pour le bénéfice de ceux qui n'étaient pas membres de la commission des institutions et ceux qui suivent nos travaux. Simplement rappeler qu'effectivement, il y avait eu un débat lors de l'étude détaillée du projet de loi 35 et on avait, j'ai moi-même fait reproche à ce moment-là au ministre de la Justice de ne pas avoir procédé d'une certaine façon pour permettre un large débat. Ceci dit, et je pense que c'est important parce qu'au bout du compte, l'Assemblée nationale, à l'unanimité, a adopté le changement au Code civil. Et je suis, moi, tout à fait à l'aise avec ce changement dans la mesure où nous avons, entre l'étude détaillée et le conflit que j'avais avec le ministre de la Justice, qui est au printemps, et le mois de novembre, au moment où l'étude détaillée du projet de loi 35 s'est terminée et où son adoption a lieu, les parlementaires avaient fait des démarches pour consulter plusieurs groupes. Ce n'était pas public et c'est la raison pour laquelle je le mentionne. Mais cette démarche-là a été faite pour consulter de nombreux groupes, des commissions scolaires, la Fédération des commissions scolaires, le ministère de la Sécurité publique, le SPVM, la SQ, le Collège des médecins. Et tous ces groupes avaient refusé de venir participer, éclairer nos travaux. Il y a quelques partis qui sont venus et, au bout du compte, les parlementaires, à l'unanimité, ont adopté le projet de loi 35. Alors, je voulais simplement clarifier parce que on pouvait, il y a certains échanges qui pouvaient laisser entendre qu'il y avait un déficit démocratique et c'est un point que nous avions débattu et au bout du compte, nous étions à l'aise que nous avions rempli notre rôle de parlementaire et donc, je voulais apporter cette précision. Madame la ministre de la Justice, la parole est à vous pour 3 ou 4 minutes. Alors, je tente de comprendre parce que je sens que vous avez, d'une partie, vous reconnaissez que le règlement est nécessaire. Donc, oui. Oui, bien sûr que le règlement est nécessaire. D'accord. Non, mais alors, et dans cette optique-là, c'est parce que j'essaie de voir, parce que le mémoire demande de suspendre l'ensemble de l'œuvre, mais... On se place dans une situation où on est très avancé. Bien, c'est ça, c'est qu'actuellement, votre demande, dans le fond, c'est de dire, écoutez, c'est de remettre complètement la patate dans le tube, puis de recommencer à zéro, alors que le projet de loi, le Code civil a été amendé. C'est un fait. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on a une zone qui est un peu grise. Parce qu'on a indiqué qu'il devait y avoir un règlement. Donc, on est placé devant cette situation-là et le règlement doit aller de l'avant. Et le débat s'est fait, comme le disait le président, il y a eu des échanges avec des groupes. Il y a des groupes qui ont refusé de participer aux échanges. On peut comprendre, et dans tous les dossiers, je vous dirais, on comprend qu'il y a parfois des difficultés à
accepter qu'on passe à une autre étape de la société. On a vécu des situations similaires lorsqu'il était question de mariage homosexuel. On a vécu des situations similaires tout récemment avec les soins de fin de vie. Lors de la commission sur le droit de mourir dans la dignité et lors des consultations sur le projet de loi de notre collègue de Joliette, il y a des gens qui nous disaient, au nom du principe de précaution, n'allez pas dans le sens d'autoriser l'aide médicale à mourir. Mais la société québécoise, elle n'était pas unanime, mais elle était rendue à cette étape-là. Puis moi, je vois ce que nous faisons actuellement comme étant similaire, c'est-à-dire c'est un changement de société. Vous faites non de la tête, madame. Je comprends que l'unanimité n'est pas présente, mais l'unanimité dans la société, c'est utopique. On la retrouvera. Je ne pense pas qu'on va la retrouver. Mais on est rendu à reconnaître des droits et ce n'est pas que les parlementaires qui affirment ce droit-là. En fait, si le Code civil a été modifié, c'est qu'il y a eu des décisions, notamment en Ontario, qui indiquaient que de refuser de procéder au changement de mention de sexe parce qu'une personne n'avait pas subi de chirurgie, mais ça portait atteinte aux droits qui sont protégés par la Charte. C'est ce qui nous a amenés là. Et c'est ce qui a amené mon prédécesseur à déposer le projet de loi. Et mon prédécesseur et moi, on ne s'entend pas sur tout. On n'est pas du tout on n'a pas la même allégeance politique. Mais là-dessus, on s'entend. Madame la ministre de la Justice et responsable de la Commission féminine, je suis obligé de vous interrompre. Nous avons terminé nos échanges. Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, pour le dernier bloc d'échanges. Merci, M. le Président. Bonjour, Mesdames. Merci d'être là et effectivement d'apporter une voix qu'on n'a pas beaucoup entendue. Plusieurs questions ont été soulevées par mes collègues. J'aimerais aussi apporter une dimension. Bon, d'une part, vous avez parlé de quelque chose qu'on a entendu beaucoup durant les 2 dernières journées. C'est effectivement comment, à travers le Québec, à travers le monde, et je dirais à travers les parlementaires, pas les gens qui sont ici parce qu'on s'est formés quand même depuis 2 jours, mais effectivement, il y a une méconnaissance. À même titre, et moi, ça me rappelle comme lesbienne, au début des années 70-80, vraiment une méconnaissance. Et dans ce sens-là, j'aimerais nous rappeler que des fois, le législateur, sa responsabilité, c'est de voir en avant. Et je prendrais comme exemple les familles homoparentales. Je me souviens d'un débat, j'étais dans le mouvement des femmes, j'avais des enfants, et je me souviens d'un débat où les féministes me rappelaient que ça prenait un gars et une fille pour élever des enfants. J'étais éberluée comme féministe. Je me disais, ben voyons donc, c'est comme de quoi on me parle, là? Un enfant, ça a besoin d'amour, ça a besoin de manger, ça a besoin d'être bien dans son identité de genre, mais certainement pas d'un homme et d'une femme pour l'élever. Comme féministe, je trouvais que c'était à la limite un peu à contresens. Besoin d'éducation, nous y sommes, on se l'est répété plusieurs fois, et dans ce sens-là, je ressouligne que le 17 mai, pour la première fois cette année, ça sera la journée nationale de lutte à l'homophobie et à la transphobie. Parce qu'on n'a pas besoin d'être dans un processus de changement de genre pour vivre les impacts de la transphobie, et j'en suis un phénomène clair depuis 2006. Hein, toute la théorie de c'est quoi une vraie femme, un vrai homme, et est-ce qu'on pourrait plutôt aller vers un homme vrai et une femme vraie, ça m'apparaît plutôt clair. J'avais un grand inconfort comme féministe. Je veux juste dire que je me suis assurée avec les gens qui sont venus nous parler au niveau légal sur l'ADS, l'importance de l'ADS. Est-ce que ça nous enlève le levier d'ADS? Puis moi, la réponse qu'on m'a donnée, c'est l'ADS, pas l'ADS, les statistiques, ce qui relève des statistiques ne relève pas de l'État civil, mais plutôt de l'Institut de la statistique. Je tenais à vous le dire parce que vous m'avez rencontré notamment à ce sujet-là. Mais il y a un élément avec lequel, là, et s'il va vous rester probablement une minute, vous me dites la réalité à travers le monde est basée sur la réalité des 2 sexes.
hommes et femmes. Biologiquement, c'est-à-dire les male and female, comme on dit, effectivement, c'est comme ça que les sociétés à travers le monde sont basées. Où est-ce que vous mettez les gens qui sont intersexes? Où est-ce que vous mettez les gens qui ne veulent pas être attribués à un sexe? C'est où, ça? Oh, 30 secondes, malheureusement. La question, c'est pas sur les intersexes. Là, je pense que la question d'un homme vrai, une femme vraie, vous avez dit quelque chose de très bien. Moi, je pense que c'est exactement ça qu'on partage. Et quand on parle de pas en avant, je suis pas certaine. On fait un virage à 180 degrés ici au Québec parce que le Québec a toujours fait la promotion de défaire les genres qui emprisonnaient les hommes et les femmes dans des rôles spécifiques, des rôles sociaux particuliers. C'était des prisons. Alors, sortons. Le genre, c'est une prison. Le genre, il ne faut pas le consacrer, le cristalliser. Il faut s'en défaire, de faire en sorte que un petit garçon veut faire des cours de chant, du ballet, porter un tutu rose qui puisse le faire sans que personne lui... Et donc, la lutte aux stéréotypes est fondamentale. Et c'est de consacrer et de cristalliser les stéréotypes, c'est pas un pas en avant, c'est un pas en arrière. Je vous remercie sur ces paroles. C'est malheureusement tout le temps dont nous disposions et compte tenu de l'heure, la Commission des institutions ajourne ses travaux. Merci. Bonne soirée à tous.